entouré de Pascal. Pascal, tu te mets à côté du président. Alors, Monsieur le maire. voilà, Pascal, tu viens ici. C'est là. Pascal. Mes chers amis, avant de démarrer officiellement les travaux de notre congrès par l'intervention du président du Cher, Michel Autissier, par celle du maire de Bourges, Pascal Blanc, et matinée qui sera conclue par le président du Sénat, Gérard Larcher, avec Pascal Coste, président du département de la Corrèze. Nous allons vous proposer de vous associer à quelques instants d'hommage au président Chirac. Et pour cet hommage, nous avons choisi quelques images piochées à l'Institut national de l'audiovisuel du président Chirac participant à un congrès de l'Assemblée des départements de France il y a maintenant 18 ans. Et ensuite, je vous proposerai, après ce court extrait, de nous lever pour lui rendre hommage. Et Pascal Coste vous dira en notre nom à tous quelques mots. Voilà, nous allons d'abord regarder ces images. La France va devoir se réformer en profondeur, restaurer l'autorité de l'État, le réformer et redistribuer les responsabilités entre les collectivités de la République. Elle va devoir dessiner une nouvelle architecture des pouvoirs pour les rapprocher des citoyens. Voilà, c'était un court extrait mais significatif. Je vous propose de nous lever pour une minute d'hommage au président Chirac. Nous vous remercions. Pascal Coste, président du département de la Corrèze. Jacques Chirac, homme d'État, il aimait la France et peut-être encore plus les Français dans toute leur diversité, avec l'envie toujours d'unir et de ne pas froisser. Jacques Chirac, homme de cœur, qui était enraciné au plus profond de nos territoires, qui aimait cette France rurale, cette France urbaine, cette France dans toute cette diversité. Et qui, peut-être bien avant les réseaux sociaux, envoyait le message qu'une poignée de main, un échange, un repas, des moments de convivialité et de vie, c'était peut-être ce qui était le meilleur ciment de la vie politique. Peut-être un des plus beaux messages que l'on pourrait adresser à toute la classe politique et à tous ceux et toutes celles et ceux qui demain veulent s'engager dans la vie publique. Merci à tous. Bon, Pascal, tu repars avec le président Larcher. Non, parce que j'ai cherché mon discours. Ah oui, mais alors, on revient vite parce que c'est toi qui commence ou c'est Pascal? Pascal. Mes chers amis, nous allons donc ouvrir ce 89e congrès des départements de France, presque 230 ans après la création par la Révolution en 1790, la création des départements. Et nous sommes accueillis au cœur de France, d'abord par monsieur le maire de Bourges, Pascal Blanc, puis par notre collègue Michel Autissier, qui, avec toutes ses équipes, s'est beaucoup investi pour préparer ce congrès, nous accueillir, nous offrir un peu de pluie pour nous rappeler que nous sommes en automne. Et donc, nous sommes vraiment très reconnaissants
à nos collègues et amis du Cher, à leurs collaborateurs, de la qualité de leur accueil et de l'accueil de la ville de Bourges. Monsieur le maire. Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Monsieur le Ministre, cher Dominique Bussereau, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental du Cher, cher Michel, Mesdames et Messieurs les Présidents des conseils départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs, vous vous en doutez, c'est à la fois un honneur et une très grande fierté pour moi de vous accueillir dans notre belle ville de Bourges. Merci, cher Michel, d'avoir porté haut les couleurs du Cher et de Bourges. Et merci au président Bussereau, ainsi qu'aux membres du bureau de l'Assemblée des départements de France, d'avoir choisi le centre de la France pour votre 89e congrès. Quelques mots rapides sur Bourges pour vous donner envie d'y rester ce week-end ou d'y revenir, car je sais que vos 2 jours de congrès vont être très studieux et qu'ils ne vous laisseront que peu de temps à la flânerie. Vous l'avez sûrement vu hier soir et ce matin en arrivant, avec son cadre de vie et son patrimoine exceptionnel, Bourges est une ville d'une très grande richesse. Ville d'art et d'histoire, Bourges a su conserver de sa longévité un patrimoine somptueux. La cathédrale Saint-Étienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le palais Jacques-Cœur, l'hôtel L'Allemand, les maisons à pans de bois, les bâtiments de Napoléon III ou Art déco sont les témoins de ce passé exceptionnel. Et permettez-moi une parenthèse dans ce discours, on va dire préparé, pour vous inviter, la météo devant s'arranger en fin de journée, si vous avez l'occasion de revenir à proximité de la cathédrale ce soir après le dîner, de pouvoir bénéficier et profiter d'une cinématographie qui sera projetée sur l'ancien hôtel de ville, qui retrace rapidement, en quelques minutes, l'histoire de la ville. Au-delà de notre patrimoine, Bourges est une ville où la culture tient une place toute particulière, avec notamment notre maison de la culture historique, créée en 1963, et inaugurée par André Malraux. Bourges, c'est aussi la ville des musiques actuelles avec le Printemps de Bourges. C'est également la capitale du basket féminin, avec notre équipe du Tango Bourges Basket, 14 fois championne de France et vainqueur de 3 Euroligues de basket. Bourges, c'est une ville et c'est aussi une agglomération en mouvement, avec de grands projets structurants. Je pense notamment à la construction de notre nouvelle maison de la culture qui ouvrira ses portes au public au printemps 2021. Ça sera la première maison de la culture du XXIe siècle. Je pense également au plan d'action Cœur de Ville dans lequel nous sommes engagés et qui va permettre de redynamiser notre centre-ville en matière de commerce, d'habitat, d'équipements publics ou encore de nouvelles mobilités. Et enfin, je pense au programme Territoire d'industrie dans lequel nous sommes pleinement engagés et qui est essentiel pour les industries de notre territoire. Vous le voyez, ici à Bourges et dans notre agglomération, nous mettons tout en œuvre pour concilier au mieux histoire, patrimoine, tradition et innovation. Nous savons nous enrichir de notre passé pour encore mieux appréhender l'avenir. Car comme partout en France, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, qui êtes pour beaucoup également maires ou élus municipaux, je veux projeter ma ville dans l'avenir tout en gardant une qualité de vie pour tous, mais en la rendant plus attractive, tendant vers une nouvelle économie et vers une participation plus active des citoyens. Cependant, vous le savez comme moi, rien n'est simple. Et je crois que nous devons saisir l'occasion de moments comme ceux d'aujourd'hui et de demain pour rappeler les inquiétudes de nos concitoyens auxquelles nous devons répondre quotidiennement et malheureusement, trop souvent, avec peu de marge de manœuvre. Nous avons tous entendu les angoisses exprimées par nos concitoyens, particulièrement sur l'éloignement des services publics, donnant aux habitants, même maintenant dans nos villes moyennes, le sentiment de relégation contre lequel pourtant nous nous battons chaque jour. Nous devons donc rappeler l'urgence sociale à agir, mais encore plus pour nous, élus locaux, l'urgence territoriale. Il est donc légitime d'envisager un nouveau pacte de confiance pour entrer de plein pied dans l'acte 3 de la décentralisation. Allons au bout de la logique. En clair, cessez de nous demander toujours plus,
en nous laissant de moins en moins de latitude pour remplir nos missions de service public de proximité, de lien social, d'intergénération, d'aménagement de notre territoire, dans une démarche concertée et durable. Il convient maintenant, quelques années après l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, de clarifier la répartition des compétences sur nos territoires. Faisons confiance aux maires, faisons confiance aux présidents des conseils départementaux, faisons confiance à notre sens de l'intérêt général et notre connaissance fine du terrain. Engageons-nous vers des contrats locaux qui répondent à un aménagement du territoire harmonieux, cohérent et durable pour redonner sens à notre République et lui redonner sens par les territoires. Arrêtons de nous dicter de Paris la stricte ligne à appliquer dans nos territoires. Nos villes, nos agglomérations, nos départements ont un avenir, nous y croyons. Rapprochons les centres de décision de nos concitoyens, et ainsi nous redonnerons toutes ces lettres de noblesse à la politique des libertés locales, à la politique du quotidien, à la politique au plus proche de nos concitoyens. Merci pour votre attention et bon congrès à tous. Merci, cher Pascal, monsieur le maire. Maintenant, la parole est à notre hôte, Michel Autissier, président du département du Cher. Monsieur le Président Larcher, Monsieur le Président de l'ADF, cher Dominique, Monsieur le digne représentant du Conseil constitutionnel, cher François, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les collègues du Conseil départemental du Cher et Mesdames, Messieurs les présidents de tous les départements de France ici réunis, Mesdames et Messieurs, quel bonheur et quel honneur de vous rencontrer si nombreux à Bourges pour ce 89e congrès de l'ADF. Quand nous avons postulé voici 2 ans pour l'organisation de cette manifestation de portée nationale, nous avions, en Berrichon prudent, quelques inquiétudes en termes de participation. Ce doute est complètement levé aujourd'hui et le Cher s'est bien mobilisé pour vous recevoir dignement. Au cœur de la France, à la croisée des chemins de l'Hexagone, ce département est un des 2 enfants naturels nés de la province Berry après la Révolution de 1789. Le Berry du Moyen-Âge s'étendait alors de l'Orléanais aux marches du Massif central. Terre de fer et terre de feu, les Celtes y fabriquaient déjà des armes 5 siècles avant l'an 0. Les Gaulois perpétueront ce savoir-faire. Ce territoire a souvent été une terre de repli, une zone de transition ou de mise en sécurité. Dès la période romaine, César considérait Avaricum comme une des plus belles cités de son empire et comme un lieu stratégique, tellement stratégique qu'il l'assiégea pendant de longs mois et décapita la plupart de sa population. Le Moyen-Âge voit alors passer les Visigoths et de nombreux barbares, le tout accompagné de famines meurtrières et d'épidémies de peste. Puis vient le temps des bâtisseurs. Philippe Auguste tout d'abord, qui vers 1180 entoure la ville d'une nouvelle enceinte avec une grosse tour de 38 mètres pour se protéger principalement des Anglais. C'est alors la guerre de 100 ans. C'est bientôt le temps des cathédrales. Et sous l'égide d'Eudes du Sully s'élève dans le ciel du Berry la cathédrale Saint-Étienne, 2 fois classée à l'UNESCO, et que, sans aucun chauvinisme, nous considérons ici comme la plus belle du monde. Nous sommes alors au XIIIe siècle. Au XIVe, le fils de Jean le Bon devient duc de Berry. Mécène de qualité, il fait construire un palais où vous avez dîné pour certains hier soir. Une Sainte-Chapelle qui a disparu, et il favorise toutes les formes d'art. On lui doit entre autres les très riches heures du duc de Berry,
une œuvre unique d'une beauté rare. C'est alors le début de la grande époque de Bourges. La France est alors réduite à une peau de chagrin. Les Anglais occupent le nord de la Loire et Charles VII se réfugie en Berry, où il devient le petit roi de Bourges. Louis XI, son fils, naîtra à Bourges en 1423. C'est à cette époque qu'apparaît Jacques Coeur, grand argentier de Charles VII, véritable personnage de roman, surprenant et affairiste, qui fera construire pour son épouse, il avait des choses à se faire pardonner sûrement, le remarquable palais Jacques Coeur. Il est aussi un précurseur des multinationales. Jeanne d'Arc passera également plus d'une année sur le sol de Berry. C'est Louis XI qui, en 1463, installera à Bourges une université pour contrecarrer celle de Paris, déjà. Ainsi, Bourges recevra pendant plusieurs siècles les plus grands esprits d'Europe. Et vous voyez que rien n'a changé. Le réformateur Calvin élaborera ici même sa pensée pour la réforme. La puissance de Bourges s'achèvera dans un incendie généralisé le 22 juillet 1487. Plus de 2000 maisons sont alors brûlées. Et la reconstruction sera longue, mais active dès la Renaissance, ce qui nous vaut quelques édifices, comme la grande qualité de l'hôtel L'Allemand. Après la période des guerres de religion qui n'épargneront pas la cité, c'est un temps difficile qui sévit sur le Berry de Louis XIV. Famine et disette émaillent cette période. La révolution de 1789 arrive. Les berruyers voient passer la tourmente sans grand débordement. Napoléon Bonaparte ne viendra jamais à Bourges, mais il enrôlera de nombreux berrichons dans ses armées. Parce qu'il avait bien compris, il exprimait par ces mots « Je ne les mets pas devant, ils avancent lentement. Je les mets derrière parce qu'ils ne reculent jamais. » C'est Napoléon III qui, en 1860, redonnera son lustre à la ville en amenant ce qui manquait alors, l'industrie, et en particulier l'industrie militaire et l'armement. Plus tard, en 1928, une entreprise de production d'avions s'implante. Elle deviendra l'aérospatiale, missilier renommé qui perdure bien sûr maintenant sous le nom de MBDA. La guerre de 14-18 fera de la cité un point stratégique important en raison de ses usines d'armement et de la présence de la base aérienne d'Avord. Bourges compte alors 100 000 habitants. La guerre 39-45 coupera le Cher en deux zones, et cette ligne de démarcation marquera bien des esprits. De 19 à 43, sous l'égide d'Henri Laudier, le développement industriel et celui de la ville se poursuivent, avec de nombreuses restaurations et l'apparition de Giat Industries, qui deviendra Nexter. On voit l'influence et l'importance sur notre territoire des entreprises de défense, d'autant qu'autour de ces donneurs d'ordre officiels gravitent de nombreux sous-traitants qui font de ce département du Cher un haut lieu de développement et d'application de la mécanique de précision. Je n'en ai pour référence que l'usine Signature et les Alpines, et je pourrais citer Mecachrome et ses moteurs de Formule 1. La confidentialité qui accompagne souvent ces fabrications explique la chape de plomb qui a couvert cette activité secret défense, ce qui n'était pas antinomique du caractère berrichon, plus souvent taiseux que causeux. Parallèlement à ces activités militaires stratégiques et souvent mécaniques, ce département rural propose de réels atouts agricoles et agroalimentaires. Ainsi sommes-nous fiers de nos pépites locales et familiales, que sont, entre autres, les 5 AOC viticoles, les sirops Monin, les chocolats Mercier, les fromages d'Orient, et tant d'autres spécialités du terroir auxquelles vous ne penseriez même pas. Simplement vous dire qu'on livrait 2,5 tonnes de truffes
à la cour de Charles VII au Moyen-Âge, et que là, le redéveloppement des truffiers et des safraniers dans ce département est intense. Je pourrais également évoquer le tourisme, qui, sans être bien sûr au niveau des châteaux de la Loire de nos amis de la région centre, possède bien des atouts pour les tours opérateurs. Nombreux châteaux, abbaye de Morlac, petite cité de caractère, et tant d'autres lieux à découvrir. Au travers de cette présentation, peut-être un peu longue, mais c'est aussi pour nous l'instant de travailler notre image et notre attractivité, vous aurez compris que ce département a deux visages. Une image verte de randonnée douce et bucolique, bien gérée par Berry Province, cette entité de diffusion que nous partageons d'ailleurs avec le département de l'Indre, sous la dépendance du conseil départemental et qui gère l'hôtellerie, l'événementiel et le culturel à la disposition du touriste local. Mais également une forte image industrielle, plus stricte, avec des références de qualité et de rigueur, déterminant un véritable label de réussite technologique. Ça, c'est le Cher et ses entreprises reconnues à l'international. Cette fracture ou différenciation urbaine se retrouve dans la structure même de notre territoire, qui concentre plus d'un tiers de ses habitants dans un bassin de vie en forme de banane qui s'étire de Saint-Amand à Vierzon, en passant par Bourges bien sûr, et qui seul profite à ce jour d'une voie autoroutière et d'une ligne SNCF. Nous sommes à ce stade du discours en plein dans les sujets qui nous préoccupent à chaque instant. L'harmonisation et l'équité de nos territoires et la lutte contre la désertification globale existante ou en devenir dans nos communes rurales. Seule une action de proximité, conduite au jour le jour, en termes d'infrastructures d'aménagement et d'animation des territoires, peut inverser cette tendance au vide sidéral de nos campagnes profondes. Le département n'est-il pas la seule collectivité qui peut apporter sa contribution à la coordination rapprochée et à la bienveillance d'accompagnement du monde communal et rural? Anciens dans la Constitution française, forts de leur légitimité démocratique et de leurs réseaux territoriaux de proximité, les départements constituent un équilibre idéal entre le local et le national. Il n'y a plus que quelques technocrates amers, trop loin du peuple pour pouvoir en douter. Solidement outillés, les départements font partie des administrations publiques les plus performantes de notre pays. Sans nul doute, ils sont à même d'avoir dans leur champ de compétences une vision contemporaine et dynamique de la nouvelle décentralisation et souhaitent plutôt qu'un combat frontal une relation apaisée avec un État qui serait enfin partenaire, stratège et régulateur, centré sur ses fonctions régaliennes, mais capable de confiance et de reconnaissance envers la gestion pragmatique de ces bras armés de proximité, libres et innovants que sont les départements. Cependant, nul projet d'envergure ne peut voir le jour sans un support financier adéquat. La réforme de la fiscalité locale, faite sans concertation préalable et qui nous priverait du seul levier fiscal, pose un véritable problème d'autonomie financière. On sait le danger des dotations dites de compensation, qui s'effritent au fil du temps en asphyxiant progressivement les meilleures gestions. Nous sommes une collectivité indépendante qui, à ce titre, se doit de résister aux mesures verticales trop contraignantes et inhibitrices d'innovation. Pour conclure, je souhaite que ce 89e congrès des départements soit placé dans l'espoir d'une vision en 3D. Décentralisation, différenciation, déconcentration, ce qui nous permettrait une gestion plus pragmatique et sereine
de nos territoires. Et pour conclure, j'oserais dire, en parodiant le slogan de SOS Racisme, « Touche pas à mon département ». Chers amis, nous allons maintenant aborder le débat de politique générale. Je voudrais renouveler ce que je faisais il y a un instant, mes remerciements à Michel, à ses collègues, à son cabinet, à ses équipes qui nous ont organisé cette réception, qui nous mettent d'ailleurs la barre très haute. Je me tourne vers mes collaborateurs et collègues de la Charente-Maritime, puisque l'année prochaine, le 90e congrès aura lieu à La Rochelle. Et donc, nous allons observer tout ce que font de bien nos amis du Cher pour essayer dans un an de vous recevoir au moins aussi bien et en tout cas le mieux possible. Je salue un rayon de soleil venu du Sud avec l'arrivée de Renaud Muselier, président de la région Provence-Côte d'Azur, Sud, comme il aime qu'on l'appelle, et qui vient dans le cadre de la démarche des Territoires Unis avec Philippe Laurent, le secrétaire général de l'Association des maires de France, participer à nos débats et à la table ronde de cet après-midi sur la décentralisation. Alors, mes chers amis, ce congrès est un congrès pluvieux, mais ce n'est pas pour autant un congrès heureux. C'est un congrès où nous exprimons des attentes, je préfère ce mot à celui de revendication, parce que nous avons connu, enregistré au fil des années et au fil des mois, un certain nombre de difficultés ou de déceptions. Sans entrer dans ce que les journalistes appellent les marronniers, c'est-à-dire ces sujets que l'on ressort d'année en année dans les éditions de la presse, je vais simplement rappeler que le financement de la solidarité sociale, qui est notre deuxième mission avec la solidarité territoriale, n'est toujours pas assumé par l'État. Pour le RSA, pour l'APA, pour la prestation de compensation du handicap, dont le coût continue d'augmenter dans nos budgets de fonctionnement et nos budgets sociaux, il nous manque toujours, selon les chiffres de l'an passé, 9 milliards annuellement pour que nous puissions assumer ces missions que nous n'assumons pas au nom de la Côte d'Or ou de l'Aude, pour prendre les deux départements de mes collègues qui me rejoindront dans un instant, mais que nous assurons au nom de la République. De même, les mineurs non accompagnés, nous avons discuté avec ce gouvernement, obtenu, une majorité d'entre nous y était favorable, la mise en place d'un fichier qui permet d'éviter le nomadisme entre nos territoires. Les flux sont stables dans certains endroits, en diminution dans d'autres, en augmentation dans d'autres aussi. Il n'empêche que chaque année, c'est 2 milliards que nous devons payer à la place de l'État, alors que la politique de gestion de l'immigration est par nature une politique régalienne. Je voudrais aborder un deuxième sujet pour me référer à l'actualité, sous le contrôle d'Olivier Richefou, notre collègue de la Mayenne, et de Gérard Léonard, qui sont nos deux spécialistes des problèmes de pompiers, pour dire que ce n'est pas indifférent que dans une république, 7 à 10 000 pompiers viennent défiler, comme ce fut le cas mardi dans la capitale. Comme ce n'était pas indifférent que plus de 25 000 policiers y défilent il y a quelques mois. Quand ces serviteurs de nos missions de sûreté et de sécurité viennent défiler dans les rues de la capitale, c'est qu'il y a quelque part quelque chose de cassé dans les mécanismes de fonctionnement de la République. Et en ce qui concerne nos pompiers, le président de la fédération, Grégory Allôme, est là. Il a managé à Vannes, avec nos amis du département du Morbihan, un très beau congrès. Eh bien, c'est parce que ça ne va pas dans l'organisation de notre système de sécurité civile. Nos pompiers, dont vous savez que certains sont militaires, les Parisiens, les Marseillais, chez Renault, d'autres, environ 20%, sont des professionnels, des fonctionnaires territoriaux, et le reste, ce sont des volontaires. Eh bien, on leur fait faire à nos pompiers de plus en plus de missions, de relevage de personnes âgées à leur domicile, de travail d'ambulanciers qui ne sont pas dans leur mission, qui entraînent à la fois une usure au travail de nos pompiers, une obsolescence de nos matériels, et qui ne correspondent pas à l'organisation d'un pays moderne comme devrait être la France.
Nous demandons donc, et le gouvernement, les gouvernements, depuis des années nous font patienter, un numéro d'appel unique, le numéro européen, le 112, des plateaux uniques d'appel 15 et 18 dans les départements, et pourquoi pas le 17 si pompiers, gendarmes veulent, gendarmes et policiers, veulent s'y rallier, et que nous ayons un système de sécurité civile qui fonctionne bien et que nous n'ayons pas cet immense malaise et cette grève qui dure depuis 10 mois, que nous ne voyons pas du fait de la réquisition, mais qui dure depuis des mois chez nos sapeurs-pompiers. Quant aux revendications de nature salariale, elles sont posées, nous les connaissons, et nous sommes à même de les traiter dans chacun de nos départements, à condition que l'État ne nous bloque pas dans nos dépenses de fonctionnement, car en étant bloqué dans nos dépenses de fonctionnement, les marges financières qui nous restent pour assurer des augmentations salariales éventuelles ou des augmentations éventuelles de primes, si nous les acceptions, ces marges pour l'instant n'existent pas. Autre sujet, vous avez entendu tout à l'heure Pascal Coste. Il nous a proposé hier au bureau, réuni ici, à l'hôtel du département, la mise en place d'observatoires départementaux de la sécurité routière dans les départements qui le souhaiteront, et d'un observatoire national au plan métropolitain. Métropolitain, ce qui me permet d'ailleurs au passage de saluer nos présidents ultramarins qui sont parmi nous et qui ont encore plus les mêmes difficultés que les nôtres. Eh bien, dans cette affaire, tout a été mal géré. Au lieu, dès le départ, que le Premier ministre et le gouvernement parlent avec nous et essayent de trouver une modulation des vitesses selon la dangerosité de nos axes routiers, 90, du 80, du 70, comme les maires le font. Ils ont l'habitude, les maires, faire du 50, du 30, du 20, selon les écoles, les zones piétonnes, semi-piétonnes. Au lieu de faire ça, on nous a imposé quelque chose qui a entraîné un tollé, qui est certainement une des causes du mécontentement, parmi beaucoup d'autres, de la crise des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, après un retour en arrière de bon sens du Premier ministre, on essaye de nous mettre des barrières dans cette affaire. Alors pour l'instant, la loi n'est pas votée. Je crois, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, que je remercie profondément de sa présence à nos côtés. Je crois que la loi sera votée au Sénat dans le courant de l'automne, du mois de novembre, après avoir été votée à l'Assemblée nationale. Ensuite, nous verrons bien le texte de loi qui sort de la sagesse sénatoriale et nous l'adapterons. Mais vous voyez bien que dans cette affaire, on a fait tout à l'envers et qu'on place maintenant les présidents de département devant des responsabilités difficiles, avec derrière une sorte de patate chaude que nous avons bien compris et que nous n'avons pas envie de laisser trop brûler dans nos mains. Autre sujet, le sujet d'actualité, Monsieur le Président du Sénat, sur lequel je sais tout à l'heure que vous exprimerez parce que vous le partagez avec nous, mon cher Gérard, c'est naturellement ce projet de loi de finances et ses conséquences pour nous. Les communes n'avaient rien demandé. Elles l'ont rappelé par la voix de François Baroin et de Philippe Laurent et d'André Léniel il y a quelques jours. Supprimer la taxe d'habitation, comme il faut bien trouver 26 milliards, on entame la politique du sapeur camembert que vous connaissez bien, on creuse un trou, on sort le sable, et puis on reprend ce sable pour reboucher le trou. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a 14 ou 15 milliards, selon l'année de référence, de foncier bâti pour nous, de notre part du foncier bâti. Le gouvernement vient la chercher pour aller donner une part du remboursement de ce qu'il doit à l'État, de ce qu'il doit rembourser naturellement aux communes. Et puis, on nous enlève tout simplement ce qui s'appelle l'autonomie financière. L'autonomie financière, pour les collectivités locales, c'est la possibilité de lever l'impôt. C'est la possibilité, quand il y a chez André Viola dans l'Aude des inondations très importantes et qu'il faut dégager en urgence de l'argent, de prendre les mesures qu'il faut pour dégager de l'argent pour aider ceux qui en ont besoin. C'est ce que j'ai eu besoin de faire après Xynthia, il y a 10 ans, dans mon propre département. C'est demain un collège qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros, parfois des très grands collèges en zone urbaine qui brûlent, et le département qui doit immédiatement refinancer un autre collège et qui ne veut pas le faire par l'emprunt. L'autonomie financière, c'est ça, c'est la possibilité de lever l'impôt et d'avoir un rapport derrière avec nos citoyens sur l'impôt. Parce que si on fait les zèbres sur l'impôt en les levant trop haut, on sait très bien quelle sera la réaction aux prochaines élections justifiée de nos concitoyens. Donc, nous tenons à cette autonomie.
Et alors, on nous l'enlève en nous accordant et en nous disant que c'est absolument formidable, une compensation par la TVA. C'est vrai que le président de la commission des finances, Jean-René Le Cerf, et le vice-président Jean-Luc Chenu ont bien travaillé, ont essayé de négocier une compensation qui soit la plus proche possible, avec quelques akouskis, mais très honnêtement, selon l'expression célèbre d'André Bergeron, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas parce que d'abord, la TVA, c'est une recette fluctuante. On l'a bien vu au moment de la crise de 2009. On entre plutôt dans une période de récession de l'économie européenne et mondiale. Donc même si on nous dit à Bercy que la TVA continuera d'augmenter de 2 à 3% et que l'année prochaine, nous serons compensés à la hauteur de 15 milliards d'euros, chacun d'entre vous, chaque collègue président a reçu de l'ADF les simulations concernant son département. Nous voyons bien que c'est fragile. Nous voyons bien aussi que le petit Zakouski, pour essayer de nous donner une marge de manœuvre en cas de pépin, est aussi quelque chose de fragile. Puis vous savez, moi j'ai été ministre du budget, pas longtemps, 1 an, mais suffisamment pour comprendre comment ça marchait à Bercy, et pour savoir qu'une compensation en année N+1, ça va toujours, mais qu'au fil des années, on finit par oublier la compensation, on finit par oublier le taux d'inflation. Déjà dans la loi de finances, on a voulu ne pas revitaliser les bases, et qu'au bout d'un certain temps, ça peut se terminer très mal. Regardez le RMI, devenu RSA. Quand Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin l'ont transféré au département à l'époque, c'était compensé à l'euro près. Sauf qu'il a continué d'augmenter et que maintenant, je parle sous le contrôle de Frédéric Bierry, président de notre commission des affaires sociales, eh bien, ça n'a pas suivi. Et ça peut nous arriver naturellement pour la compensation sur le foncier bâti. Alors, nous avions dit, faites au moins un geste sur les droits de mutation. Un geste. Nous avons, dans les départements les plus aisés, soyons francs, actuellement de bons droits de mutation. Mais dans les départements ruraux, dans les départements les moins aisés, c'est toujours profil bas, naturellement, sur les droits de mutation. Alors nous avons inventé, entre nous, 1,6 milliard de péréquation horizontale. C'est-à-dire que nous n'avons pas attendu que ça vienne de la loi de finances, de l'État. Grâce à un vote quasi unanime du bureau de l'ADF, nous sommes partis du principe que nous donnerions 1,6 milliard qui irait des départements les plus à l'aise vers les départements les moins à l'aise. Par exemple, pour le département du Cher, cette année, ce sera encore 1 million d'euros supplémentaires par rapport à ce qui déjà avait été perçu l'an passé. Et là, nous disons au gouvernement, faites un petit geste sur les DMTO, les droits de mutation, les droits de notaire, comme on les appelle. C'est à 4,5, Jean-Marc Ayrault l'avait fait en son temps, faites-nous 4,6, 4,7, ou alors donnez-nous la liberté, chacun l'adaptera, avec bien sûr un engagement de ne pas faire n'importe quoi. Réponse complètement négative, et vraiment je le déplore beaucoup, parce que au moins un geste de ce côté-là aurait pu nous laisser penser que le gouvernement n'avait pas l'intention de nous serrer complètement le kiki jusqu'à nous étrangler sur le plan de l'autonomie financière. Et donc nous sommes extrêmement mécontents de ce refus. Il est inacceptable. Nous le dirons demain vigoureusement. Les présidents de groupe et moi, nous voterons demain une motion commune au gouvernement et nous voterons cette motion en présence des membres du gouvernement qui nous rejoindront demain matin. Enfin, un dernier mot sur la décentralisation. Décentralisation, combien de discours avons-nous fait les uns les autres sur ce thème? Et on a fait plus de discours que de mesures de décentralisation depuis 30 ans. Il n'empêche que le président Mitterrand, le Premier ministre Mauroy, Gaston Defferre en 1982, ont fait la décentralisation. La droite l'a combattue à l'époque, elle a eu tort, à mes yeux, un avis personnel. En 2003, Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin ont fait de nouvelles mesures de décentralisation. La gauche, par mimétisme de la droite en 82, l'a combattue. Je crois qu'elle a eu tort. Mais, en tout cas, ces deux phases sont des phases dans lesquelles nous avons progressé sur la voie des libertés locales. Et aujourd'hui, on voit bien que le mot décentralisation a du mal à passer dans les gosiers ministériels. Certes,
après l'affaire des Gilets jaunes, après ces débats, le président de la République l'a prononcé et a annoncé troisième phase de décentralisation. Certes, Jacqueline Gourault, Sébastien Lecornu nous proposent une loi au deuxième semestre de 2020, après les élections municipales. Mais vraiment, ce que je voudrais dire en votre nom à tous, je crois qu'hier soir nous étions unanimes dans nos travaux du bureau sur ce point, c'est que la décentralisation, ça ne doit pas être une décentralisation placebo. Ça doit être une vraie franche décentralisation dans laquelle l'État se concentre sur ses missions régaliennes, mais sort des missions de la vie quotidienne dans lesquelles il n'est pas bon, il n'a pas de moyens, et dans lesquelles sa présence n'est plus nécessaire. Je vais vous donner quelques exemples. Oui, vous pouvez m'applaudir, ça me fait du bien, et ça me permet de reposer la voix. Je vais vous donner quelques exemples récents. Il y en a un que je prendrai demain devant Jean-Michel Blanquer, un ministre réformateur. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien, un ministre réformateur. Ça fait 2 ans et demi que nous lui expliquons que dans les collèges, comme lui explique Hervé Morin ou Renaud pour les régions, que dans les collèges, il y a des gens qui s'appellent qu'on appelait les intendants, on appelle maintenant les gestionnaires, qui, avec notre argent, enfin l'argent que votent nos contribuables dans nos départements, dirigent nos personnels de restauration, d'entretien, etc. Et il reste personnel de l'État avec notre argent et une hiérarchie sur nos personnels. Nous disons, il faut que ces gens-là, pour lesquels nous avons le plus grand respect, car ce sont des missions difficiles, puissent faire bien sûr des carrières nationales, géographiques, puissent toujours être sous l'autorité du principal ou du proviseur, mais deviennent des fonctionnaires territoriaux. Quand je demande dans mon département à certains principaux de faire du bio pour initier les enfants au bio, il y en a qui acceptent et il y en a qui me disent « Écoutez, vous n'êtes pas mon patron, je ne veux pas, je ne ferai pas de bio et vous n'avez rien à me dire. » Sauf que c'est notre argent, sauf que c'est nos personnels, sauf que ce sont nos enfants de nos concitoyens. Voilà un exemple. Mesure qui ne coûterait rien à l'État. Bon. Certes, quelques jours de grève, mais bon, c'est habitué dans notre pays, mais qui permettrait de montrer une volonté de décentralisation sur un point qui n'est pas un point de détail, parce qu'il est assez symbolique de cette imbrication malsaine entre les attributions de l'État et celles des départements ou des régions. Autre exemple, mes chers collègues présidents de département, vos préfets vous ont appelé il y a quelques jours, dans l'urgence, en disant « Nous voulons vos propositions pour les contrats de plan État-région avant le 11 octobre. » Alors, qu'en est-il? Il en est que les contrats de plan État-région que nous avions signés avec le contrat Valls ne sont accomplis en matière d'infrastructure de transport qu'à moins de 20%. Donc ils vont être prolongés. Bon, ça, tous les gouvernements, de gauche comme de droite, l'ont fait. Ils vont glisser sur 2 ans. Mais enfin, si au bout de 5 ans, on a 20%, je ne suis pas sûr qu'au bout de 2 ans, on sera à 100% de réalisation sur les infrastructures. Et puis pour le reste, on nous a demandé nos propositions en moins de 10 jours, qui après vont partir aux régions. Et vous allez voir qu'avec tout ça, l'État va prendre au moins 1 an l'année prochaine en débats internes pour nous sortir des CPER sur lesquels on a demandé au président de département de manière très incorrecte de se prononcer en 10 jours. Alors sur contrat de plan État-région, la plupart d'entre nous aurions voulu consulter les maires, les intercommunalités et bâtir une première copie dans la concertation comme nous le faisons toujours et pas dans la précipitation. C'est tout à fait inadmissible. Enfin, la loi NOTRe. La loi NOTRe, ça fait que mon ami François Sauvadet, comme il ne l'a pas voté, pas plus que moi non plus d'ailleurs, appelle la loi NOTRe pour dire que ce n'est pas la sienne. Bon, on ne va pas se disputer, on peut enlever le E, ça se prononce toujours NOTRe ou NOTRe. Cette loi, on voit bien qu'il y a plein de choses loupées. Parce que la CMP du Sénat, Monsieur le Président Larcher, tu le sais bien, sous l'autorité de notre ami Philippe Bas, après des années de débats et des mois, à un moment a fini par trancher et à faire un accord politique entre la majorité sénatoriale et la majorité d'alors à l'Assemblée. Il y a plein de choses qui sont loupées, ratées, oubliées, en domaine agricole par exemple. Nous disons à Sébastien Lecornu, profitez de la loi actuellement en discussion au Sénat sur les maires pour au moins corriger par quelques amendements quelques points de la loi NOTRe sur lesquels on est tous d'accord, il y a un besoin de correction, ne serait-ce que quasiment juridique ou technique. Zéro réponse à ce jour. Le message est lancé pour l'avenue de Madame Gourault demain. Et enfin, qu'est-ce que nous voulons?
qu'est-ce que nous voulons en matière de décentralisation? C'est quoi la décentralisation pour nous? D'abord, nous voulons des choses de manière unie, territoires unis, maires, régions et départements. Il faut que personne essaye de nous diviser dans tout cela. Nous avons des propositions communes que nous avons élaborées ensemble et que nous avons adressées au gouvernement depuis le mois de juin. Parce que j'entends parfois certains ministres dire on n'a rien qui vient du terrain. Ça fait depuis le mois de juin que nous avons adressé des propositions communes et depuis le mois de juillet que chacune de nos 3 associations voit tous les ministres du gouvernement, toute l'équipe autour d'Elisabeth Borne, les ministres techniques, les ministres de la Santé, pour leur faire un certain nombre de propositions. Nous voulons des choses très concrètes en matière sociale et en matière de médico-social. Nous voulons des choses très concrètes pour reprendre une partie avec nos amis des intercommunalités, des politiques de l'habitat et du logement. Nous voulons des choses très concrètes sur les politiques de transition énergétique. Donc des choses très concrètes dans le domaine éducatif. Qu'est-ce que l'on veut? On veut faire les choses bien avec l'argent de nos concitoyens au niveau local, dans une communion d'intérêts et d'actions avec le bloc communal et intercommunal, et sans revenir sur les prérogatives qui ont été accordées aux régions par la loi NOTRe, sur lesquelles nous souhaitons simplement plus de subsidiarité entre nous, mais nous ne souhaitons pas un grand soir qui remettrait en cause les attributions des uns et des autres. Nous voulons simplement chacun dans nos attributions, les régions sur l'emploi et l'action économique, les départements sur la solidarité sociale, les communes sur la proximité, aller encore plus loin dans ce que nous faisons au service de nos concitoyens. Mes chers collègues, avant d'ouvrir ce débat de politique générale maintenant et demander à André Viola et à François Sauvadet de me rejoindre sur scène, à vous écouter depuis la salle et avant d'écouter le discours de Gérard Larcher, je n'ai pas le sentiment, en disant tout ça au nom de l'ADF, que nous demandons la lune. Nous demandons à être payés pour ce que nous faisons. Nous demandons à ce qu'on nous donne les ressources financières pour améliorer nos prestations. Nous demandons à faire encore plus de boulot sur le terrain par la décentralisation. Moi, je voudrais que le gouvernement nous écoute, parce que ça, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos compatriotes, on le fait pour la France, et c'est pour ça que nous sommes là, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui à Bourges. Je vous remercie. Voilà, et bien si André et François veulent bien, naturellement André à ma gauche et François à ma droite, parce que sinon il serait malheureux. François, si tu veux bien prendre place à côté de Michel. Est-ce que, à ce moment-là, nous avons 40 minutes de débat avec vous? Ce n'est pas nous qui allons monopoliser la parole, puisque demain matin, André Viola et François Sauvadet, au nom de leurs groupes respectifs, s'exprimeront devant le gouvernement et avant que nous votions une motion commune, en demandant à la régie peut-être d'éclairer un peu la salle pour qu'on puisse voir les mains se lever. Je l'en remercie. Est-ce qu'il y a sur tous des sujets ou sur d'autres de premières remarques, de premières interventions de votre part dans ce débat de politique générale? Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Alors, Kléber Mesquida, le président du département de l'Hérault. Kléber est face à mon doigt et il a déjà un micro. Bonjour Kléber. Merci, Président, de me pointer du doigt. Chers collègues, après les propos du président Bussereau, je voudrais rebondir sur quelque chose qui tient à cœur à tous les présidents de département, les restes à charge et puis le pacte de Cahors. Dans le pacte de Cahors, quand on nous flèche une augmentation à 1,25%, qu'on est un département qui accueille depuis une douzaine d'années 15 000 habitants nouveaux par an, il y a une croissance de services et d'aide à la personne qui est le corollaire de cette progression démographique. Or, dans les calculs, personne n'en tient compte. Ce qui fait que nous avons des poches de pauvreté dans ce département qui paraît de l'extérieur riche. Il l'est en richesse humaine par sa démographie, mais il s'appauvrit de plus en plus. D'autant que, et ça c'est tout à fait naturel, on est écrété sur les droits de mutation. Au titre de la solidarité, je suis entièrement d'accord. Mais lorsque le gouvernement ne veut pas tenir compte, par exemple, en nous transférant l'informatique des collèges, pour mon département, c'est 3 millions d'euros par an.
Donc on paie 3 millions d'euros de pénalité. Ça fait 6 millions d'euros que le transfert de l'informatique. Je ne vais pas toutes les égrener, vous les connaissez. Il y a un autre sujet qui m'inquiète également, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Si nous mettons un peu plus que 1,25, nous sommes pénalisés. Or, dans notre département, où les pompiers interviennent une intervention toutes les 7 minutes, nous avons besoin de renforcer les effectifs, population augmentant, nous avons besoin d'équiper en matériel, aucune dotation de l'État, et en plus, on est pénalisé chaque fois qu'on dépasse les 1,25. Donc, on est enfreint à se restreindre sur l'équipement des pompiers. Ce n'est pas le choix que nous avons fait, et là encore, nous payons une pénalité au titre du pacte de Cahors. Et sur les AIS, quand on regarde dans tous les départements, et moi je vais parler du mien, que je connais bien, cette progression des AIS, aujourd'hui, le reste à charge, il est de 210 millions d'euros. 210 millions d'euros de reste à charge. Je sais que certains le dépassent, d'autres le sont moindres, mais là, c'est une compensation que nous devrions exiger de ce gouvernement. Il n'est pas normal que lorsqu'on fait jouer la solidarité départementale au nom de la nation, puisque c'est une compétence qui nous est dévolue mais que nous devons exercer, il n'est pas normal qu'on ne tienne pas compte et de l'évolution de la population, mais également de la courbe de croissance. Et pour terminer, sur les MNA, que le président Bussereau a évoqué tout à l'heure, lorsqu'on nous donne une dotation forfaitaire de 90 € pendant 12 jours et 20 € par jour, on attend des décisions de justice jusqu'à 2 ans. Pendant ce temps, nous les avons en charge. Pour mon département, c'est 14 millions d'euros. Donc, je suis bien sûr pleinement d'accord avec le combat que mène Dominique Bussereau pour exiger de l'État de nous entendre et d'avoir des réelles compensations. Merci Kléber. Nous sommes bien d'accord avec toi. Je crois que derrière toi, quelqu'un a demandé la parole. Non, c'était quelqu'un qui se grattait le visage. Donc on a vu passer une main. Chers collègues, oui, alors Jean-Luc Chenu, qui nous a accueillis l'année dernière, et nous l'en remercions encore à Rennes, qui est au 2e rang, Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc est au 2e rang. Il est le vice-président de la commission des finances, donc il a aussi beaucoup travaillé avec Jean-René Le Cerf dans nos discussions difficiles et mal terminées sur nos affaires financières. Bien, bonjour à tous. Dans son propos introductif, le président Bussereau a dit qu'avec Jean-René Le Cerf, nous avions bien négocié. J'aurais plutôt envie de dire que nous avons beaucoup négocié, mais la dimension qualitative, elle aurait pu être confortée si les résultats avaient été là. Nous discutions de 2 sujets principaux. D'un côté, une perte de dynamique de ressources, dont nous avons fait la démonstration dès lors qu'on prend une période un peu plus longue que les 5 années de référence qui étaient celles initialement du ministère. Si on regarde sur 10 ou 12 ans, il y a manifestement une perte de dynamique de ressources. Pour la compenser, nous sommes des gens raisonnables. Nous avons mis sur la table un minimum de dispositifs d'indexation. Par exemple, regardez quelle est l'évolution nationale du foncier bâti, à la fois dans sa composante revalorisation forfaitaire et croissance physique, et c'était techniquement tout à fait faisable. Sur ce point, aucune réponse, c'est-à-dire réponse négative, pas d'indexation. Nous avons pointé la question fondamentale de la perte d'autonomie. Et s'il faut acter que nous perdons le foncier bâti, eh bien, nous ne pouvions retrouver un peu d'autonomie, et pourtant on connaît la volatilité de la ressource, que sur les DMTO. Là aussi, nous avons mis sur la table des propositions qui nous auraient donné un taux, une capacité de modulation, y compris en acceptant qu'elle soit encadrée par un taux directeur plafonné. Là aussi, réponse, eh bien, aucune capacité dans ce domaine-là, et donc on voudrait acter la perte définitive de toute forme d'autonomie pour les départements. Et en face, on nous dit quand même, nous faisons un effort, alors qu'au mois de juin, on nous disait que la surcompensation aurait peut-être pu être de 600, voire 800 millions d'euros. Aujourd'hui, on nous dit au mieux 250. Dans ces 250, il y a 115 qui étaient déjà actés l'an passé. Et on nous dit, en plus, si vous avez des difficultés majeures, eh bien, vous seriez bien inspiré de réserver 3% de la croissance de ce fonds à une forme d'assurance. Mais finalement, c'est toujours avec nos sous que l'on s'auto-assurerait entre nous, et ça dégagerait royalement 7 millions d'euros au niveau national pour l'ensemble des départements, alors qu'on discute d'un sujet
à 15 milliards. Donc vous voyez que manifestement la formule, le compte n'y est pas, je pense qu'elle est totalement démontrée. Alors pour être complètement objectif, une avancée, on nous laisse organiser la solidarité entre nous et on prend acte de la qualité des travaux qu'on a menés pendant 6 mois, mais il faut quand même le dire, c'est important d'aboutir, mais c'est à somme nulle pour le budget de l'État. Merci Jean-Luc. Oui, Pascal Coste, président du département de la Corrèze, et Jean-Luc Glaise ensuite la Gironde. Voilà, si on peut passer. Voilà, le micro arrive à Pascal, et après Pascal, tu le passeras sur ta gauche à Jean-Luc, ton voisin. Oui, merci Dominique pour avoir synthétisé l'ensemble des revendications ou des remarques qui sont les nôtres. Et quand on regarde bien, il n'y a pas grand-chose qui coûte à l'État. Et là, on s'interroge. Parce que lorsqu'on croise les ministres dans chacun de leurs déplacements ou lorsqu'on a quelques échanges ou que des fois des cabinets nous appellent pour venir tester le terrain, c'est souvent d'ailleurs pour nous faire la leçon, et plutôt que de nous écouter, enfin, ça devient coutumier du fait. En fait, ça coûte strictement rien. L'autonomie fiscale, la capacité de pouvoir donner sur une toute petite partie, qui est les DMTO, qui représentent qu'un tout petit pourcentage de nos ressources, de l'autonomie fiscale, ça coûte strictement rien. En plus, on dit on peut l'encadrer, soit à 1 point, soit au pire le différer en 2022 s'ils n'ont vraiment pas confiance dans les départements. Lorsqu'on croise le président de la République, il a rappelé aux 100 ans du journal La Montagne, encore la semaine dernière à Clermont-Ferrand, il nous rappelle que celui qui commande paye, ou celui qui paye commande, plutôt. Hein? Sauf qu'il commande beaucoup et il paye peu. Et il nous fait la leçon sur... il nous fait la leçon sur les AIS, ainsi de suite. Voilà, on est à 64 ou 65% de compensation. Je ne reviendrai pas. L'État nous doit 9 milliards. On nous propose 135 millions d'euros. On veut le répartir sur les départements les plus fragiles. On n'a pas demandé. Nous avons été en capacité d'organiser la solidarité entre nous. On a été un modèle sur l'ensemble des collectivités. Peu l'ont fait. Et rien de plus normal que d'être en capacité de le faire. Et je dois ici redire, et je voudrais témoigner devant ce congrès, au nom de l'ensemble des départements les plus en difficulté et les plus ruraux, l'importance de quelques petits millions qui viennent sur des départements comme les nôtres. 5 millions de plus pour un département comme la Corrèze, ça peut paraître dérisoire pour des grands départements, mais pour nous, c'est vital. Ça permet d'assurer un petit peu d'investissement nécessaire pour nos collectivités et ça permet véritablement de pouvoir aussi assurer des missions et notamment nos missions sociales. Et donc je voudrais ici dire et remercier l'ensemble des collègues de l'intelligence et du travail qui a été réalisé pour faire cette péréquation. Mais c'est la nôtre. Donc je voudrais ici aussi redire devant tous que ce gouvernement ne peut pas se targuer de nous faire taire, nous ici les présidents de département, parce qu'il veut redistribuer 135 millions d'euros alors qu'il nous en doit 9 milliards pour les départements les plus fragiles. Nous ne sommes ni à vendre, ni à acheter. Et ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on va rester sans rien faire. Et donc, merci Dominique de mener ce combat. Il faut qu'il soit ferme. La question qui est posée, pour terminer, c'est en fait celle de la confiance. Est-ce que ce gouvernement, à un moment, veut faire confiance à des présidents de département? La réponse, elle est non. Donc, il faut venir avec des choses très simples demain. Venir nous expliquer que cette confiance-là, elle passe aussi par un certain nombre d'actes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et demain, on aura l'ensemble de nos politiques contractualisées, l'ensemble des recettes qui seront encadrées. Donc, on sera des grands commis de l'État. Eh bien, on n'est pas élus pour être des grands commis de l'État. Donc, c'est la technostructure qui nous commande. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion au niveau de ce gouvernement? Est-ce que le chef de l'État va arrêter les discours et passer aux travaux pratiques et concrets sur nos territoires? Il vient défendre la réforme des retraites, ainsi de suite. Eh bien, il faut qu'il montre aux collectivités, aux maires bientôt, à nous aujourd'hui, départements, pas qu'ils nous aiment,
mais qu'ils nous considèrent pour le travail que nous faisons d'assistants sociaux permanents et d'équilibre du territoire. Merci. Bravo, Pascal. Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde. Oui, je voudrais avoir un propos sur les deux sœurs siamoises qui nous occupent beaucoup en ce moment, la péréquation horizontale et la péréquation verticale. Rappelez que, puisque le département de la Gironde fait partie des grands contributeurs de la péréquation horizontale, que cette péréquation est nécessaire, qu'elle est justifiée et qu'il est légitime, dans la réflexion que nous avons sur les ressources des départements, qu'il y ait péréquation horizontale. Mais il ne peut y avoir péréquation horizontale s'il n'y a péréquation verticale. Et là, c'est bien l'engagement de la solidarité nationale de l'État au regard d'allocations individuelles de solidarité que nous avons à verser, que nous avons à produire pour nos concitoyens. C'est là que l'État est défaillant et c'est là qu'il doit reprendre sa place pleinement en termes de financement. Nous ne pouvons pas continuer de cette manière. La péréquation horizontale s'opérera. Vous verrez que d'ici quelques années et à relativement court terme, elle posera problème, y compris aux départements qui bénéficient aujourd'hui de droits de mutation plutôt confortables, mais qui reste une recette extrêmement volatile, qui peut du jour au lendemain se trouver complètement ou grandement obérée et qui posera la question de la péréquation entre nous. Deuxième point, les transferts masqués de l'État vers les collectivités locales. Je l'ai évoqué hier en bureau. Nous prenons en charge, en lieu et place de l'État, un certain nombre de charges qui ne relèvent pas des départements. Prenons la PCH 24-24 pour des personnes handicapées qui, normalement, relèveraient dans leur parcours de vie d'un placement en établissement État, mais faute de place en établissement État, eh bien, nous nous trouvons à verser des sommes extrêmement importantes en lieu et place de la nation et de la représentation nationale. Deuxième point, les enfants placés sous protection qui nécessitent une prise en charge pédopsychiatrique déficiente, eh bien là, nous avons aussi à assumer la prise en charge de ces enfants et pourtant, la pédopsychiatrie relève de l'État. Je continue à penser, je l'ai déjà dit, qu'on nous amuse beaucoup avec des 135 millions par rapport aux 9 milliards qui nous sont dus. On nous amuse beaucoup avec la couleur et la matière de la corde avec laquelle l'État cherche à nous étrangler. Et il faut impérativement que nous soyons concentrés dans les propos que nous aurons durant ce congrès et devant les ministres sur les priorités fondamentales que sont notre libre administration, que sont les financements liés à la solidarité nationale, et puis que sont les difficultés que nous pose aujourd'hui le pacte de Cahors pour être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres et des besoins de nos concitoyens. Merci Jean-Luc. Mathieu Klein, pendant que le micro arrive, Mathieu Klein, président du département de la Meurthe-et-Moselle, pendant cela, je me permets de vous dire à tous et à toutes que depuis 11 heures, la chaîne Public Sénat, et je l'en remercie, François Durovray, j'ai noté sa demande de parole, la chaîne Public Sénat retransmet en direct jusqu'à 12h30 nos débats. Mathieu et ensuite François, Jean-René, Olivier, je note tout ça, Claude, très bien. Et Hermeline. Merci. Je voudrais, moi, vraiment que nous nous concentrions un peu dans le droit fil de ce que vient d'évoquer Jean-Luc Glaise sur 3 choses. La première, c'est la question de la solidarité nationale. Ça a été dit par plusieurs présidents avant moi. Depuis 15 ans maintenant, les conseils départementaux exercent des missions pour le compte de l'État pour lesquelles ils ne sont pas compensés correctement. Et ce n'est pas un débat seulement de compensation financière. Je voudrais aussi redire que c'est d'abord un débat politique, de justice sociale, de justice territoriale. Il n'y a aucune raison pour que dans notre pays, selon qu'une personne âgée dépendante, un bénéficiaire du RSA ou une personne handicapée vive dans un territoire riche ou dans un territoire pauvre, le coût de la solidarité dans ce territoire ne soit pas le même que dans le territoire voisin. C'est bien plus qu'un problème de compensation pour nos finances, qui est tout à fait réel. C'est d'abord et avant tout un problème d'équité, de justice. Et tant que cette question n'aura pas été réglée, nous pourrons bricoler chaque année autant de dispositifs de compensation que nous le voulons, de fonds d'urgence, de fonds de péréquation. Nous resterons marqués, nos politiques publiques et ces décisions resteront marquées du sceau de cette injustice.
La péréquation, deuxième point, la péréquation horizontale et la péréquation verticale. Il faut que là-dessus, moi je partage l'idée que nous devons être solidaires, mais il faut là-dessus être de la même manière particulièrement précis sur nos attentes vis-à-vis du gouvernement. La solidarité entre les territoires ne peut servir que sur la base du volontariat à corriger les écarts de ressources et de recettes entre nous. La solidarité, et c'est la péréquation horizontale, la péréquation verticale, elle doit servir à corriger les écarts de dépenses. Si nous commençons à utiliser ou à laisser entendre que nous sommes prêts à utiliser la solidarité entre territoires, entre départements par la péréquation horizontale pour corriger les effets de l'injustice, de l'absence de compensation des allocations, alors oui, nous sommes sur le début de la pente qui nous sera fatale. Troisième et dernier point, nous devons reprendre le combat sur le pacte de Cahors, car il confine à l'absurde aujourd'hui. Nous avons été divisés sur ce point et cette division nous a coûté cher. Reprendre ce combat parce que limiter aujourd'hui de façon arbitraire, sans prendre en compte les réalités territoriales, les dépenses à 1,2 ou un peu plus % par an, c'est nier la réalité de bonne gestion d'abord de nos collectivités qui n'ont attendu personne pour maîtriser correctement la dépense publique. Et c'est surtout aujourd'hui empêcher que des besoins sociaux nouveaux, tu en as évoqué plusieurs, Dominique, dans ton propos introductif, et je veux notamment penser au vieillissement de la population, notamment aussi évoquer la crise des services d'accompagnement et d'aide à domicile qui est patente partout dans le territoire, pour lequel, lorsque nous nous battons pour obtenir des recettes nouvelles, nous ne pouvons même pas les engager, ces recettes nouvelles, par peur de dépasser le 1,2% et d'être sanctionnés. Cette absurdité ne sert ni la politique des départements, ni l'enjeu démographique qui est devant nous du vieillissement de la population, et ne sert pas non plus d'ailleurs les objectifs du gouvernement en matière d'accompagnement du vieillissement. Donc ces trois combats, concentrons-nous sur ces trois combats, obtenons réparation, justice et construction sur ces trois combats, et nous retrouverons alors pleinement finalement le rôle qui est le nôtre d'une collectivité qui est aujourd'hui la collectivité garante des solidarités à la fois en direction des femmes et des hommes et des territoires. Merci Mathieu. Hermeline Malherbe étant présidente des Pyrénées-Orientales, présidente de notre commission environnement, étant à côté de Mathieu, ça va simplifier les choses. Et ensuite, j'appellerai Olivier Richefou, Claude Riboulet et Jean-René Le Cerf. Et François Durovray. Merci beaucoup, Président, et à vous toutes et à vous tous. Alors, il ne s'agit pas effectivement de paraphraser ce qui vient d'être dit, puisque beaucoup de choses nous rassemblent aujourd'hui sur les constats que nous faisons. Quelque part, ce constat d'échec des négociations, il faut être honnête, à un moment donné, où on nous a fait croire que, et où on nous dit clairement non. Donc, à partir du moment où on nous dit non, et les courriers le prouvent, les deux courriers, celui du Premier ministre et celui de ses ministres, c'est peut-être à nous, cette fois, de dire non. Revoyez à vous aussi votre copie pour qu'enfin, on puisse essayer de parler de confiance. On a entendu parler de confiance à l'instant et tout à l'heure. Si on veut véritablement parler de confiance entre les départements et le gouvernement, eh bien, il faut à eux, cette fois, de revoir cette copie. Et donc, bien sûr, je fais écho, mais je ne redis pas tout ce que vient de dire Mathieu sur ce point, qui est aussi le mien sur la solidarité nationale et qui a été évoqué aussi dans la présentation de notre président. Et avec cette idée de justice, puisqu'il faut quand même à chaque fois replacer ce que nous disons, qui n'est pas si simple que ça à comprendre pour l'ensemble de nos concitoyens, que c'est bien pour eux, que ce soit dans le cadre des solidarités, dans la proximité auprès des personnes en difficulté, auprès des personnes porteuses de handicap, auprès des personnes âgées, auprès des jeunes et des familles dans ces difficultés également. Donc tout ce que l'on évoque aujourd'hui, et quand on évoque la solidarité nationale et cette prise en charge qui soit plus une dette de l'État envers les départements, puisqu'aujourd'hui c'est le cas, eh bien qu'on avance réellement sur ce sujet. Et puis, le deuxième point autour de l'autonomie financière. Et l'autonomie financière, on a l'impression qu'on ne parle que de fiscalité aujourd'hui, parce qu'on est en train de nous demander de corriger une erreur qui a été faite. Ce n'est pas nous qui avons décidé de supprimer la taxe d'habitation.
C'est le gouvernement qui a décidé de supprimer la taxe d'habitation. Et aujourd'hui, il veut, entre guillemets, essayer de réparer cette erreur auprès des communes en transférant la taxe foncière, enfin le foncier bâti, du département aux communes. Donc les territoires unis, moi j'avais l'impression qu'ils avaient du plomb dans l'aile. Effectivement, il faut vraiment que ces territoires, que ce soit au niveau des communes, des intercommunalités, des départements, de la région, soient fortes pour faire face à ce qui risque de nous être imposé, y compris au niveau parlementaire. Nous ne sommes pas là pour être les pompiers des erreurs faites par le gouvernement à un moment donné. Et pour finir, puisque je disais que ce n'était pas seulement la fiscalité, l'autonomie financière, c'est aussi, et ça fait écho avec ce que Mathieu vient de dire, sur le choix de notre gestion. C'est-à-dire que ce qui a été imposé là aussi par rapport à ce que vous appelez le pacte de Cahors, eh bien, c'est injustifiable. Nous sommes élus, nous ne sommes pas nommés. Et donc, à partir du moment où nous sommes élus par nos concitoyens, nous nous devons de leur rendre des comptes par rapport à ce que nous dépensons, par rapport à nos recettes, mais bien sûr à nos dépenses. Et il ne s'agit pas de le faire en lieu et place ou pour le compte de l'État. Donc le choix de gestion, c'est bien le nôtre. Et quand je dis ça, je pense, comme le disait aussi Mesquida Kléber, sur nos pompiers au niveau de la sécurité sociale. Mais je pense aussi, pas et surtout, mais je pense aussi tout particulièrement à ce qu'on peut appeler aujourd'hui nos pompiers du social, l'ensemble de nos intervenants sociaux qui font un travail extraordinaire auprès de l'ensemble de nos concitoyens qui sont les plus en difficulté. Et donc là aussi, qu'on nous redonne le choix de notre gestion. Merci beaucoup. Merci Hermeline. Olivier Richefou, président du département de la Mayenne. J'ai après Olivier 4 autres collègues inscrits avant l'intervention du président Larcher. Olivier donc est notre contrôleur général, pompier en chef avec Gérard Léonard. Oui, on les appelle mon général d'ailleurs, c'est plus simple comme ça. Non, je vais être bref, Dominique, pour laisser le soin à chacun de s'exprimer. Moi, je crois que nous sommes sur une mauvaise pente. Il y a à l'État toujours des gens qui veulent notre suppression. Le temps de valse que nous avons connu existe toujours. Alors, ça sera peut-être le 5e temps de la valse, mais il y a toujours cette volonté de nous faire disparaître. J'en suis intimement convaincu. Et nous sommes dans une société où c'est l'expert comptable qui commande, c'est Bercy qui commande. Et dans une entreprise, quand c'est l'expert comptable qui commande, ce n'est pas bon signe. Il faut garder une vision stratégique et nous devons, nous battre pour continuer à exister. Parce qu'une collectivité qui ne lève plus l'impôt, qui n'a plus de pouvoir de taux, c'est une collectivité qui va mourir. C'est une collectivité qui ne va vivre que du bon vouloir du prince, qui va lui envoyer ou pas des dotations, qui va les revaloriser ou pas les revaloriser. Et on a vu, comme tu l'as dit, sur le RMI et le RSA, la non-compensation se mettre en œuvre. Et donc, c'est la dévitalisation, terme utilisé, ne l'oublions pas, par un gouvernement précédent, qui nous attend si nous ne réagissons pas. Donc, il nous faut absolument garder un pouvoir de taux. Si la TVA était une bonne solution, pourquoi ne pas l'avoir proposée aux communes? Si ça avait été une bonne solution. Si on nous la présente à nous, c'est parce que c'est une mauvaise solution qui va nous faire mourir. Et sur les DMTO, où on est prêt à assumer le risque politique, parce qu'on a entendu le président de la République nous dire « vous avez l'habitude de réclamer, mais vous n'assumez pas vos responsabilités ». Et là, on lui dit « nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, nous acceptons de lever un taux supplémentaire et nous l'expliquerons à nos concitoyens ». Là-dessus, on nous balaie d'un revers de 2 phrases dans la lettre du Premier ministre. Ce n'est pas acceptable. Si nous ne gardons pas une marge de manœuvre pour faire face au gros temps, parce que ça a été évoqué par mes collègues, les dépenses sociales, l'autonomie, un département de la Mayenne de 300 000 habitants, il vieillit, bien évidemment. Et là, je ne pourrai plus faire face. Et mes collègues ont eu raison d'insister sur la situation dramatique dans les EHPAD, dramatique dans le maintien à domicile. Il faut plus de personnel, bien évidemment, et donc plus de dépenses demain au titre de l'APA. Donc il nous faut garder de l'autonomie fiscale. Et donc la situation actuelle, elle n'est vraiment pas acceptable, Dominique. Et on ne peut pas accepter aujourd'hui la proposition du Premier ministre. Nous sommes absolument d'accord. Alors, Claude Riboulet, qui est derrière Olivier, président de l'Allier. Oui, merci, Président. Bon, trois choses à partager avec vous ce matin dans ce débat de politique générale.
La première, c'est le ressenti, je crois qu'on a eu tous, notamment quand on a été reçus à l'Élysée dans le cadre du grand débat national, le ressenti de leçons de morale devenues insupportables à l'endroit des présidentes et des présidents de département. À l'Élysée, on a pu l'écouter d'ailleurs ailleurs, on nous fait la leçon, vous voulez des compétences, mais vous n'assumez pas les responsabilités. Sur les 80 à 90 km/h, l'irresponsabilité des petits barons locaux, disait d'aucunes, où les départements et les présidents de département devront prendre moralement leurs responsabilités, concrètement, avoir les morts ou les blessés sur la conscience s'ils dérogent aux 80 km/h, comme si, s'il y a des blessés ou des tués à 80, ça nous faisait ni chaud ni froid. Et comme si c'était une question de dire à 80, vous ne serez pas responsable, à 90, vous le serez. Ce procès en irresponsabilité, cette infantilisation dont nous sommes l'objet, je crois, mes chers collègues, est insupportable. Deuxième chose, elle est d'autant plus insupportable quand, en l'espèce, le Premier ministre est dans une espèce de contradiction ou d'injonction paradoxale. Au mois de mai 2018, il est d'accord sur le principe pour déplafonner les droits de mutation et accorder les 0,2. Parce qu'il nous dit, mais bien évidemment, vous allez signer les contrats de Cahors et le plafonnement de vos dépenses à 2%. Je vous déplafonne les recettes, mais vous acceptez de bonne grâce de plafonner vos dépenses. D'ailleurs, ça peut paraître contradictoire. On nous autorisait à l'époque à percevoir plus de recettes, mais tout de suite en nous disant qu'il fallait qu'on dépense moins. Et puisque nous avons fait un peu de résistance, puisque nous n'avons pas courbé les chines, ah ben là, un an plus tard, non, hors de question de déplafonner. En mode carotte, bâton. Si vous faites bien ce que je vous demande, ok, vous aurez le droit à un bonbon. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, ça sera la fessée. Ça aussi, c'est une infantilisation insupportable. Troisième chose, et comme on a les représentants du mouvement Territoires Unis, qui, je le dis, est très précieux, très utile, quand bien même le président de la République dénonce que c'est surtout territoire uni contre l'État, la vérité c'est que c'est territoire uni pour l'ensemble de la France et de ses territoires. Je l'ai déjà dit sur des réunions qu'on a eues ensemble à l'ADF, exigeons la mise en place du principe de l'article 40 de la Constitution, l'irrecevabilité financière, quand, dans les débats au Parlement, un amendement va créer un alourdissement des charges. Exemple, que le gouvernement décide de revaloriser le RSA au 1er avril, sur le fond, on est d'accord. Personne ne peut remettre en cause l'idée que les bénéficiaires du RSA méritent un petit coup de pouce. Mais où est la compensation financière d'une décision prise par l'État, payée par les départements? À l'échelle du département de l'Allier, d'avril à décembre, ça représente près d'1 million d'euros supplémentaires de dépenses sur 62. Ça n'est pas rien. Demandons, exigeons qu'à partir du moment de maintenant, quand le gouvernement décide d'une dépense nouvelle, soit article 40, irresponsabilité, et nous ne la mettons pas en place, soit immédiatement les moyens budgétaires qui correspondent. Merci. Voilà, j'ai demandé aux 4 ou 5 orateurs qui sont encore inscrits des interventions aussi brèves qu'émouvantes pour tenir un peu les délais de la télévision, que le président du Sénat puisse exprimer sur Public Sénat, paraît assez logique. Jean-René Le Cerf, président du département du Nord et président de notre commission des finances. Oui, mes chers collègues, je suis un éternel optimiste parce que si vous n'êtes pas optimiste, vous n'êtes pas président du département du Nord, 500 millions de reste à charge tous les ans sur les seuls AIS et un taux de chômage supérieur de 3 points à la moyenne nationale. C'est un des points, si vous voulez, qui me paraît important, c'est justement l'hétérogénéité entre deux départements. Hétérogénéité qui est extrêmement importante. Il y a des départements qui s'interrogent, et ils ont raison, sur l'avenir de leur structure dans 10 ans, dans 20 ans ou davantage. Il y a des départements qui s'interrogent sur le point de savoir s'ils vont pouvoir finir l'année. Et le problème n'est pas exactement le même. C'est une des raisons pour lesquelles je ne partage pas totalement ce qui a été dit il y a quelques instants par Mathieu Klein, mais ça nous arrive souvent de ne pas être exactement sur la même longueur d'onde, en disant que pour moi, la péréquation horizontale, elle ne relève pas simplement du volontariat. Lorsque vous avez des départements qui auront cette année 1,5 milliard de DMTO et d'autres qui auront 20 millions, je me dis que la péréquation horizontale, elle aussi, elle doit résulter effectivement de la justice, de l'équité et d'une solidarité effectivement au moins aussi naturelle que celle de l'État. L'histoire des DMTO est intéressante. Moi, l'idée des DMTO, elle m'a été soufflée par la DGCL.
Et on avait effectivement fait la proposition au Premier ministre, les 0,2 d'augmentation. Et on avait obtenu son accord. Et je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles tout cela a disparu. C'est la raison pour laquelle, moi, je vous invite quand même à cranter les progrès. Parce qu'on dit que la négociation est un échec. Oui, c'est un échec. C'est simplement un échec un peu moins cuisant que ce qui se passait depuis 2013. Parce que depuis les accords Matignon, en termes de succès, il n'y a eu que dalle. Or, ici, dans les éléments positifs que je ne voudrais pas qu'on laisse passer, il y a justement l'amendement gouvernemental qui va nous permettre de faire passer la péréquation horizontale, qui n'était pas si facile à obtenir que cela. Donc, ne gâchons pas sur ce point nos chances. Il y a des évolutions sur les MNA, sur la répartition des MNA. Il y a les 250 millions d'euros supplémentaires, ils sont dérisoires. Pour moi, c'est le plan d'urgence. Mais un plan d'urgence à 250 millions d'euros, on l'aurait peut-être pris à diverses années où on a eu beaucoup moins. Et puis, il y a des combats qui, à mon avis, pour moi, sont des combats dépassés. Les 9 milliards, on peut les réclamer pendant des siècles. On n'aura pas un centime de plus, si vous voulez. Le problème de l'encadrement et de la contractualisation. Mais l'encadrement, il est prévu pour 2018, 2019, 2020. Essayons d'obtenir simplement pour la fin que nous ayons une interprétation de bon sens de la contractualisation. Comme honnêtement ça se passe dans le département du Nord avec mon préfet qui accepte de décompter les efforts supplémentaires que nous faisons sur le plan grande pauvreté ou sur demain le plan sur la protection de l'enfance. Et puis demandons simplement au gouvernement, exigeons du gouvernement de ne pas le renouveler à l'issue de 2020. Donc je ne suis pas plus content que vous sur le résultat de la négociation, mais je pense que si on ne crante pas les progrès qui ont été réalisés, demain il y a des départements qui disparaîtront. Et lorsqu'un département disparaîtra, eh bien les départements les plus favorisés, il ne leur restera pas très longtemps à vivre. Je te remercie Jean-René ainsi que Jean-Luc, tous les collègues de la Commission des Finances du travail que vous avez fait durant cette période. Alors un mot de François Sauvadet, ensuite François Durovray. Je crois que Germinal, tu as demandé, Germinal Perrault un mot et André Viola. Donc 4 interventions rapides avant le président du Sénat. Très rapide, mon cher président. D'abord, on aura l'occasion de s'exprimer sur des sujets plus techniques. Mais moi, j'avais le sentiment, vous savez, qu'après la crise des Gilets jaunes, au plus haut niveau de l'État, on avait compris que pour répondre à l'attente du peuple, pour répondre au sentiment de fracture qu'on a à la fois sur le territoire rural, le sentiment d'abandon, et puis ce qui se passe aussi, les violences urbaines aussi. J'avais cru comprendre, et j'avais cru et espéré que le plus haut niveau de l'État avait compris le rôle des collectivités locales, les maires, les conseillers départementaux, les conseils régionaux, et qu'il avait pris conscience que pour répondre à ces impatiences, à cette expression forte, on allait travailler ensemble en confiance. Et ce congrès, c'est quoi aujourd'hui? C'est un nouveau recul des libertés locales, mon cher président du Sénat, un nouveau recul. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'organiser l'asphyxie financière des départements en transférant une recette sur laquelle nous n'aurons plus aucune prise. Et je vous le dis, si demain nous avons un retournement de croissance, tous les départements vont être dans le rouge parce que les DMTO, comme on les appelle, sont d'une extrême fragilité. On l'a vérifié en 2009. Et sans capacité de taux, je vous le dis, on aura de grandes difficultés. Donc on est en train de nous asphyxier par la recette et on nous a asphyxié par la dépense en nous la plafonnant, alors que les défis du vieillissement de la population, alors que la solidarité, la prise en compte du handicap sont des nécessités impérieuses qu'on vit au quotidien, que nos compatriotes vivent au quotidien. En réalité, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, dans ce congrès, c'est la capacité à agir des départements. Et moi, je veux lancer un appel au président de la République. La crise des Gilets jaunes, ils sont peut-être rentrés chez eux, mais elle est dans les têtes des gens. Et moi, je partage ce qu'a dit notre ami Cratinger sur les fractures. Et je lui dis, ayez confiance en nous, parce que nous sommes sur le terrain, parce qu'on est confrontés aux difficultés sociales en direct. Et l'idée selon laquelle on ferait mieux, vu de l'État, pour travailler sur le terrain, c'est une idée qui est morte par avance et qui est dangereuse pour l'avenir du pays. Donc je lance un appel au président de la République. Écoutez-nous, travaillez avec nous. Ce n'est pas des intérêts catégoriels qu'on défend, ce n'est pas l'ancien monde, c'est la création d'un nouveau monde dans lequel chacun veut se voir un avenir là où il vit. Et notre rouage, il est essentiel. On a joué la solidarité entre nous. 1,6 milliard. L'État nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Il entrave même notre capacité à agir. Je dis c'est un danger pour la République. Donc travaillons ensemble.
bien sûr, mais je lance avec vigueur cet appel, mais je voudrais qu'il soit entendu. Parce que si c'est pour venir nous dire, vous avez encore des progrès à faire pour la gestion, on ferait mieux que vous, et faire de nous finalement des agents de service de l'État, ce n'est pas ma conception de la République décentralisée. Et je fais confiance au président à Territoires Unis, au président du Sénat, pour porter avec force cette espérance d'un monde nouveau, oui en effet, dans lequel, au plus près, on répondra aux préoccupations des habitants, et on ne le fera pas vu de l'État, on ne le fera pas sans nous. Bravo François, merci. François Durovray, on reste président de l'Essonne. Et ensuite, ce sera Germinal Perrault, président de la Dordogne. Oui, nous arrivons au moment où il faut synthétiser, mais je voudrais d'abord, je crois, au nom de tous les collègues, te remercier Dominique, remercier François, remercier André, remercier Jean-René et remercier Jean-Luc d'avoir conduit des discussions avec le gouvernement et d'avoir tenté de façon raisonnable de traiter des problèmes qui n'étaient pas les nôtres. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut contester que les départements assument pour le compte de l'État la solidarité nationale à hauteur de 10 milliards d'euros et que cette solidarité nationale va continuer à peser davantage sur les comptes des départements. Parce que la population française va continuer à vieillir, parce que les populations fragiles vont avoir besoin du RSA, parce que la crise migratoire n'est pas finie. Personne ne peut contester non plus que la réforme de la fiscalité n'est pas la nôtre et que les départements aujourd'hui sont les premières victimes de cette réforme de la fiscalité. Parce que toutes les études prouvent que la TVA met en fragilité les départements, parce que toutes les études prouvent que sans autonomie fiscale, nous allons disparaître. Il y a même Standard & Poor's qui a considéré que nous étions les collectivités les plus fragiles avec les provinces chinoises. Personne ne peut contester non plus, Dominique, que nous avons conduit ces discussions de façon raisonnable avec l'État et que nous l'avons fait non pas parce que nous étions dans une logique catégorielle, mais parce que nous avons le souci de la cohésion du pays et que nous avons conscience que les départements sont la réponse à la cohésion du pays. Donc nous attendons quoi aujourd'hui? Nous attendons que le gouvernement vienne à notre congrès et que Jacqueline Gourault vienne à la tribune demain avec des propositions. Et qu'elle ne revienne pas, comme ça a été fait il y a une dizaine de jours, par un courrier qui soit une fin de non-recevoir par rapport aux demandes légitimes des départements. Parce que si jamais Jacqueline Gourault venait demain sans proposition nouvelle sur la table, cela voudrait dire quoi, mes chers collègues? Ça voudrait dire tout simplement qu'on ne peut pas dans ce pays discuter de façon raisonnable entre des élus locaux et un pouvoir central. Et qu'il faut être déraisonnable, qu'il faudrait être déraisonnable pour obtenir gain de cause dans ce pays. Et ça, je ne le veux pas. Merci François. Germinal Perrault, président de la Dordogne. Et le dernier mot avant le président du Sénat sera notre secrétaire général André Viola, président du groupe de gauche. Merci, Monsieur le Président. En une minute, je voudrais, mes chers collègues, attirer votre attention sur l'insécurité juridique qui pèse sur nos collectivités aujourd'hui, qu'elles soient communales, départementales, régionales. Aujourd'hui, on peut démarrer des travaux dans notre pays avec toutes les autorisations nécessaires de la part des ministères et des services de l'État. On peut démarrer des travaux qui ont reçu une déclaration d'utilité publique. On peut démarrer des travaux avec un courrier du Premier ministre de la France qui vous dit que vous pouvez faire vos travaux. Et un an après, voir ces travaux arrêtés. Mais pire que ça, un an après, on peut vous demander de démolir les travaux. J'ai une dizaine d'exemples aux 4 coins de France, en métropole et en outre-mer aujourd'hui. Cette situation, elle est totalement insupportable. Je m'en suis ouvert au président de la République quand il nous a reçus au mois de février dernier. Des ministres qui sont venus en Dordogne, Madame Borne, Madame Bellouvet, ont convenu qu'il fallait que le droit évolue. Vous-même, Monsieur le Président, avec les 12 présidents des départements de la Nouvelle-Aquitaine, vous êtes venus visiter le chantier en question, chantier d'un contournement de village, et vous avez vu dans quelle situation abracadabrantesque, pour rendre un hommage à feu le président Chirac, nous nous trouvons. Aujourd'hui, nos concitoyens ne peuvent pas comprendre que l'on vous autorise quelque chose et pour un an après, à voulez-vous l'arrêter. Nos concitoyens ne peuvent pas comprendre qu'on organise le gaspillage de l'argent public alors qu'il y a tant de familles qui souffrent dans notre pays. Donc, Monsieur le Président, je m'en suis ouvert au président Larcher hier, peut-être que la loi sur l'engagement et la proximité est l'occasion de rectifier les choses. Moi, je ne demande pas que chacun fasse ce qu'il veut.
Je demande à ce qu'on renforce les études d'impact en amont des dossiers, mais qu'à partir du moment où la République a dit oui, vous pouvez faire les travaux, elle ne puisse pas revenir en arrière. Voilà ce que comprendraient nos concitoyens. Je crois que ça honorerait à la fois les élus que nous sommes, honorerait le gouvernement et rendrait service à l'esprit républicain. Merci Germinal. Et tu sais que tu peux compter sur ce dossier, chez toi et sur le fond, sur la solidarité de tes collègues. Avant d'entendre le président du Sénat, André Viola, qui est donc le secrétaire général de l'ADF et le président du groupe de gauche, François étant le président du groupe droite, centre et indépendant. Bien, monsieur le président du Sénat, c'est vrai que ce matin, j'aurais aimé, comme beaucoup ici dans la salle, pouvoir débattre avec vous de la décentralisation, la vraie décentralisation. Et j'aurais aimé parler de ce projet de loi qu'on nous promet pour l'année prochaine et des compétences que nous pourrions assumer demain, des relations avec l'État qui, à un moment donné, a parlé de superposition entre collectivités territoriales. Mais aujourd'hui, on pourrait parler de superposition de l'État sur les collectivités territoriales pour un certain nombre de compétences déjà transférées. Mais malheureusement, le cœur n'y est pas. Parce que vous avez pu le voir, même si nous sommes des gens très respectueux et polis, nous sommes très en colère. Très en colère parce que on ne peut pas parler de transfert de compétences supplémentaires quand le cœur même de la décentralisation est attaqué depuis le début de ce mandat. Le pacte de Cahors, c'était une atteinte à la décentralisation. C'était une atteinte à la décentralisation, une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Et quand même, alors on ne va pas revenir sur le pacte de Cahors, moi je ne l'ai pas signé, je ne le signerai jamais. Mais quand même, sur des dossiers où l'État nous appelle par des appels à projets et dit, grand cœur, je ne comptabiliserai pas l'intervention de l'État, mais par contre, vous, ce que vous êtes obligé de mettre en face, ben ça sera comptabilisé dans le 1,2%, c'est totalement inadmissible. Et on avait les prémices là de cette attaque en règle contre la décentralisation. Et les allocations individuelles de solidarité, monsieur le président du Sénat, vous êtes habitué à notre congrès, donc vous l'avez entendu souvent, et nous n'abdiquerons pas sur cette question. Il est hors de question d'abdiquer sur cette question. Oui, il faut beaucoup plus de péréquation verticale. Il faut que l'État assume pleinement cette responsabilité. Parce que ce n'est pas la péréquation horizontale qui réglera ça, pas du tout. La péréquation horizontale entre nous, et il faut saluer cet effort, 1,6 milliard de péréquation entre nous. Aucun niveau de collectivité territoriale n'a pu faire cela. C'est pour régler simplement des problèmes entre nous de recettes, pas pour régler les écarts entre les allocations individuelles de solidarité. Ça, c'est le rôle de l'État. Et donc, quand nous arrive ce courrier du Premier ministre sur la réforme de la fiscalité, alors que nous n'avons rien demandé, que nous ne sommes pas concernés par la disparition de la taxe d'habitation, là, la coupe est pleine, monsieur le président du Sénat. C'est pour ça que nous sommes ce matin très en colère. Et il est hors de question d'accepter une quelconque proposition de la part du gouvernement qui ne nous laisserait pas un pouvoir de taux et qui, à minima, indexerait sur ce que nous avions jusqu'à aujourd'hui au niveau du foncier bâti pour l'avenir. Voilà, monsieur le président du Sénat, la colère que nous avons, et nous espérons que les sénateurs, représentants des collectivités territoriales, défendront nos propositions et notre démarche et peut-être notre combat qui commence fortement aujourd'hui parce qu'apparemment la négociation ne peut permettre d'aboutir. Nous nous sommes systématiquement confrontés à un mur et à des refus depuis le début de ce quinquennat. Merci André. J'appelle Gérard Larcher, président du Sénat, à nous rejoindre.
Je voudrais vous dire que pour Territoires Unis, c'est-à-dire pour l'Association des maires de France, pour Région de France, qui représente aujourd'hui Renaud Muselier, qui en sera prochainement le président, la présence du président du Sénat à nos côtés est toujours importante, parce que le Sénat est la chambre des collectivités locales, mais aussi parce que le Sénat nous appuie dans toutes ses composantes politiques, dans nos combats pour les libertés locales. Cher Gérard Larcher, merci beaucoup d'être présent parmi nous et merci de conclure cette première matinée de notre congrès. Madame la préfète de ce département, Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, Monsieur le Président du Conseil départemental du Cher, cher Michel Autissier, qui nous accueille toujours avec tant de gentillesse, Monsieur le maire de Bourges, je voudrais saluer les deux présidents des groupes, François Sauvadet et André Viola, qui représentent la diversité des sensibilités, mais aussi la capacité à travailler ensemble pour nos départements et pour notre pays. Saluer l'ensemble des présidentes et présidents de conseils départementaux, saluer nos collègues parlementaires, députés et sénateurs, entouré que je suis des deux sénateurs du Cher, le premier questeur du Sénat, Rémy Pointreau et Marie-Pierre Richer, et un sénateur pas tout à fait in aeternam, parce que je ne peux pas le dire ainsi, François Pilet, membre du Conseil constitutionnel, et vous saluez tous mes chers collègues élus, notamment de nos départements. C'est vrai que je suis heureux d'être à vos côtés, André Viola, je viens régulièrement, et c'est vrai que la tonalité, je l'ai vu évoluer, et en même temps, quelque part, la part de frustration qui peut être ressentie. Vous savez, je ne dis pas ça parce que je suis devant vous. Je crois vraiment, et à Olivier Richefou qui tout à l'heure disait, mais au fond, on est condamné à disparaître. Je n'imagine pas mon pays sans les départements. Et je le dis, cher Olivier, parce que ce n'est pas simplement 230 années d'héritage. C'est aussi que le département est devenu familier. Et en ces temps de mondialisation, de financiarisation, de métropolisation, nous avons plus que jamais besoin d'une forme de proximité qui est incarnée. Et je salue le premier vice-président, mais bientôt beaucoup plus, Renaud Muselier. Nous avons besoin de cette proximité que constituent communes et départements, non pas en antagonisant les régions par rapport à d'autres collectivités, mais ceci me paraît important. Donc tout ce qui a trait à l'actualité des départements est bien sûr au Sénat un point d'intérêt majeur. Je vous rappelle quand même que si nous avons fait un cessez-le-feu sur la loi NOTRe, et quelles que soient vos sensibilités, c'était pour deux raisons. Le sauvetage des départements. Souvenez-vous de l'année 2014. Il avait disparu en avril, il était réapparu en août pour 15 départements ruraux. Venant d'être élu, j'ai posé la question au président Hollande. Et nous avons convenu du maintien du département. Et j'avais d'ailleurs dit à un ministre que j'aime beaucoup, qui est sénateur, qui avait dit qu'il faut dévitaliser le département. Je lui avais dit, tu vois bien que ta femme n'est pas comme la mienne, chirurgien dentiste, parce que, méfie-toi, quand on dévitalise, on couronne toujours après. Et donc, moi, je vous propose de poursuivre la politique de couronnement. Non pas en supériorité, mais c'est la réalité. Donc, le Sénat, plus que jamais, est le lieu où se débat, se défend la décentralisation et la libre administration des collectivités. Et jamais sans opposer les uns aux autres. Nous avons besoin les uns des autres. Voilà pourquoi la décision que vous aviez prise avec Territoires Unis à Marseille est une décision extrêmement importante. Et je vois bien les tentations qu'on peut avoir, parce que, naturellement, en face, l'exécutif, c'est, j'allais dire, entre guillemets, de bonne guerre. Je ne sais pas s'il y a de bonne guerre, mais en tous les cas, c'est de tradition guerrière, tente la division. Mais que la meilleure des réponses, c'est Territoires Unis. Et que Marseille doit se poursuivre, quelles que soient les tempêtes et les difficultés qu'on a à traverser.
Les présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France, des régions de France, souvenons-nous, avaient pris la parole pour défendre ensemble les libertés locales. Face au malaise grandissant qui, en quelque sorte, marquait ce fossé, ces fractures dans le pays, et qui se sont transformées en révolte des ronds-points à la fin de l'année dernière. Et où on a d'ailleurs vu que c'était les élus territoriaux qui tenaient la République, et ne l'oublions pas et ne le passons pas uniquement par profit d'un moment. C'est vrai que nous avons vécu, ça n'a pas commencé au printemps 2017, je le dis très clairement. Ça a commencé bien avant. Et ça a commencé à un moment où j'étais ma première présidence du Sénat. Nous avons vécu une recentralisation progressive. Une recentralisation progressive que nous avons d'ailleurs vécue, y compris dans un texte en 2010. Et donc, je crois que le temps est venu, au-delà des illustrations que vous avez rappelées ce matin, cette affaire de la limitation de vitesse, c'est en fait l'illustration de la méthode verticale qui n'est plus une méthode politique. La méthode politique qui partirait d'en haut pour être en fait déclinée d'en bas. Cher François Sauvadet, vous l'aviez dit à l'époque, mais quand Michel Raison le dit au Sénat à la manière, je vais dire, illustrée, qui est la sienne, qu'est-ce qu'il dit d'autre? C'est qu'au fond, nous avons besoin de cette proximité, de cette subsidiarité inversée. Défendre les libertés locales, c'est répondre à la crise, c'est répondre à ce besoin de proximité que j'évoquais il y a un instant, mais c'est aussi répondre à sa perte totale de confiance dans la parole publique. Je vais prendre deux exemples. Incendie, j'en profite pour saluer le nouveau président du département de la Seine-Maritime et lui souhaiter le meilleur. Incendie Lubrizol à Rouen. Moi, je suis sûr que le gouvernement dit la vérité. Je suis même sûr que dans sa ville natale, dans son département, quand le Premier ministre parle, il dit la vérité. Plus personne ne le croit. C'est ça la réalité. Quand le ministre de l'Intérieur, là, je suis moins affirmatif sur la vérité, déclare à 17h30 ce que nous savons tous à 20h être une erreur. Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans la parole publique? Et ça n'atteint pas que le gouvernement, ça nous atteint tous. Et donc, comment on retrouve ensemble les chemins de la confiance? Et je vous le dis, y compris le combat plus politique que je mène, c'est que je pense que la verticalité, la décision d'en haut dans un certain nombre de domaines, c'est un système qui ne marche plus et qu'il nous faut inverser cette verticalité. Et nous pourrions en prendre quelques exemples. Je voudrais simplement dire à ceux qui doutent des départements, comment imaginer la région Grand Est, j'y ai été beaucoup ces temps-ci, comment imaginer la Nouvelle-Aquitaine, je m'y suis promené plus tôt, n'est-ce pas, Dominique, ces temps-ci, comment, Claude Riboulet, imaginer la région Auvergne-Rhône-Alpes sans les départements? Je crois que les départements sont un élément indispensable, y compris par rapport à des grandes régions dont chacun sait la nature de l'étude d'impact préalable qui durera le temps d'un soir sur une table rectangulaire. C'est la vérité. Mais maintenant, faisons réussir. Parce que, comme dit La Rochefoucauld, il n'est nulle difficulté qu'un homme ou une femme d'esprit ne puisse transformer en succès. Alors, faisons d'une difficulté un succès. Le local doit donc être pris en compte dans ses spécificités. Et pour que la réponse publique soit à la hauteur des défis à relever, je crois, et j'ai devant moi François Pillet, qui a été le rapporteur de notre réflexion constitutionnelle, j'y viendrai tout à l'heure aussi, que la réponse différenciée qui a pu heurter le gaulliste que j'étais il y a un certain temps est au contraire un facteur d'unité dans un pays divers.
Parlons maintenant très concrètement de l'actualité législative des jours et des semaines et des mois qui sont devant nous. Ce matin même, le Sénat continue à examiner le projet de loi Engagement et proximité, qui traite, pour l'essentiel, de la place et des compétences de la commune au sein des intercommunalités, ainsi que des conditions d'exercice des mandats municipaux, notamment des maires. Je voudrais simplement vous rappeler que le scénario d'engagement et proximité a été écrit au Sénat, par la commission des lois du Sénat, avec l'aide d'autres commissions, et qu'il a fait l'objet d'un vote quasi transpolitique en juin 2018. Et que si nous n'avions pas écrit ce texte, je crois que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer tout à l'heure pour un autre texte, cher Dominique Bussereau. Bien sûr, ce texte concerne peu les départements. Il y a néanmoins la disposition permettant aux départements de venir en aide aux entreprises sinistrées en cas de catastrophe naturelle, ce qui d'ailleurs prouve, cher André Viola, vous l'avez fait, après les drames qui ont frappé votre département, par 2 fois. J'étais venu rendre visite au département entre les 2 drames que vous aviez vécus. Nous voyons bien le rôle incontournable du département. Car quand vous votez le budget de la reconstruction, quelque part, si vous aviez un préfet sourcilleux, vous n'auriez pas voté. Et il y a bien la reconnaissance du fait départemental. Alors, déjà dans ce texte, nous proposons d'élargir l'objet des aides économiques au-delà de la catastrophe naturelle. Et ceci, nous l'avons fait, cher Dominique, en lien avec l'ADF, aux filières agricoles, halieutiques et forestières. Je dois dire que la visite que j'ai faite dans la Meuse, cher Claude Léonard, la semaine dernière, sur l'état de la forêt dans le Grand Est, et je sais que ça n'est pas limité à la seule Meuse, m'a ouvert les yeux sur la nécessité, dans cette grande région, d'avoir aussi des capacités de réponse territoriale. Il nous apparaît utile, indispensable, et nous allons y travailler, que les départements puissent agir en matière de développement économique sans bouleverser les équilibres, cher Renaud Muselier, issus de la loi, par convention ou par délégation avec les régions pour les aides aux entreprises et à l'agriculture. Je suis certain que c'est un sujet sur lequel, dans quelques temps, vous aurez des discussions, des dialogues qui seront positifs. Bien sûr, je l'ai entendu tout à l'heure, en entendant les très pessimistes, ceux qui disaient « faut prendre », il faut toujours prendre. Je crois qu'il y a un proverbe dans le Berry qui dit « on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a ». Alors, par principe, on va déjà prendre quoi qu'on a. Mais est-ce que quoi